Je vous dis notre grande joie de vous voir à Abidjan. Ça fait 11 ans que la Banque africaine avait quitté la Côte d'Ivoire suite à la crise politique dans ce pays. Maintenant, après 11 ans, nous sommes de retour. Ça s'est passé très bien. Donc, je crois que la signification principale de cette assemblée, c'est qu'on le fait chez nous au siège de la Banque africaine. Je tiens donc à remercier les autorités ivoiriennes et tunisiennes et toute personne de loin ou de près à travailler pour un retour de la banque qui est aujourd'hui une réalité. Vous savez, revenir avec pratiquement 5000 personnes, staff et famille, c'était une logistique assez complexe. Nous avions quelques craintes, la logistique, les facilités, mais aussi le risque de déperdition du staff, vu que les 2 tiers du staff de la Banque africaine ne sont pas sûrs de quitter Abidjan. C'était une nouvelle aventure pour pratiquement les 2 tiers du staff de la banque. Nous avions quelques craintes aussi sur la continuité des opérations de la banque parce que venu de Tunis s'installer ici, mais en même temps rendre des services à l'Afrique, ça demandait une organisation en profondeur. Cela a été fait. Le retour s'est passé très convenablement. On n'a pas perdu du staff, moins de 7%. Et c'est la continuité des affaires. Il savait même que 2014 a été la meilleure année pour la banque depuis 8 ans. Donc voilà donc mon premier constat, de remercier la Côte d'Ivoire, la Tunisie, et tout le monde qui de peu de loin a élevé à ce que la banque soit chez nous. Deuxième, cette assemblée annuelle, c'est la dernière pour votre humble serviteur, après 10 ans à la tête de la banque. Je passais donc le témoin le 1er septembre. Donc à cette assemblée, les gouverneurs vont élire mon successeur. Nous sommes en train de préparer une transition en bonne et forme, une transition professionnelle bien faite, afin que le nouveau président, quand il arrive, où il arrive, au mois de septembre, tout soit prêt pour continuer le travail. Pour le reste, je vais vous dire ma joie de vous trouver ici. Vous savez, la Banque africaine, aujourd'hui, a une telle ampleur que cette assemblée d'Abidjan, nous sommes pratiquement 5000 personnes. Alors, ça cause quelques problèmes de logistique, mais ça montre à quel point les Africains, les amis de l'Afrique, s'intéressent au travail de la Banque africaine. Donc, s'il y a quelques difficultés logistiques, nous vous demandons pardon déjà. S'il y a quelques petits problèmes, il faut les signaler au service de la banque, qui feront tout pour vous aider et pour les surmonter. Donc, merci encore une fois pour votre présence. Je répondrai à toutes les questions et volontiers. Merci. Parmi toutes les grandes instances financières internationales, de la façon transparente, ouverte, compétitive, pour l'élection de son chef. C'était modèle pour d'autres organisations où les dirigeants sont nommés par soit les grands pays, ou les grandes puissances, ou les grands actionnaires. Moi, votre serviteur, je viens d'être actionnaire de la BAD, mais j'étais élu par une grande majorité, 78%, le plus grand des de la banque. Ça montre à quel point nous sommes avancés sur le plan de la démocratie à l'intérieur de la banque. Alors, comprenez que je ne me permettais pas du tout de voter ici pour l'intérêt du candidat.
Je laisse ça à l'appréciation des gouverneurs. Alors, mon successeur n'a pas forcément à avoir un mandat qui ressemble à la mienne. Ou un agenda qui ressemble à la mienne, je souhaite. Que ce soit même un agenda qui améliore ce que la banque a fait, qui corrige ce qui n'a pas été bien fait. Parce que dans la vie humaine, il y a des choses qu'on réussit, qu'on ne réussit pas. Donc, la personne qui sera élue, il lui appartient de représenter lui-même son agenda, ou elle-même, au gouverneur, qui va apprécier. Je ne dis pas que c'est l'agenda de ce président qui est sortant, qui est le meilleur pour la banque. C'était ma conviction, moi, quand je suis arrivé. Ça reste ma conviction, mais au gouverneur donc d'apprécier, et à mon succès de décider que cela son agenda. Alors, maintenant pour la question de la Tunisie. La Tunisie restera toujours d'abord l'agence de la relocalisation. Je voulais insister là-dessus. 2. La Tunisie, c'est parmi les 3 plus grands clients de la banque. Et je ne pense pas que cela va changer. La Tunisie reste membre influent de la Banque africaine, avec une relation très étroite. Donc, de ce côté-là, je crois que la Tunisie mérite une appui continu de la Banque africaine. Alors, la première question a été, Afrique 50. Alors, j'ai le plaisir de vous dire à quel niveau Afrique 50 est arrivé aujourd'hui. Nous avons déjà tenu 2 séances de conseil d'administration à Casablanca. Ce matin, nous avons une assemblée générale des actionnaires. Nous aurons une autre assemblée fin juin. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire ceci. À ce jour, nous avons 17 pays qui ont déjà souscrit. Nous sommes déjà à la hauteur de 750 millions de dollars. Je dis bien 750 millions de dollars. Beaucoup de pays ont demandé encore du temps pour soit augmenter les participations ou annoncer leur participation. C'est pourquoi nous avons poussé la date de clôture jusqu'au 15 juin. Et puis une assemblée générale à Casablanca. Je n'en doute pas du tout qu'on arrivera facilement à 1 milliard. Donc, je vais donc me féliciter de cette initiative qui me semble probablement la plus importante en termes d'infrastructure en Afrique par la zone. Et je m'explique. Voyez-vous, depuis mon arrivée à la banque, nous avons consenti aux infrastructures d'appui et tout 28 milliards de dollars américains. Donc 11 milliards pour l'énergie, 11 milliards pour le transport, 4 milliards pour l'eau, et jusqu'à 2 milliards pour les NTG. Donc 28 milliards, c'est beaucoup. Remarque d'abord, c'est pratiquement le double de ce qu'a fait la banque depuis 40 ans. Mais le gap que connaît l'Afrique reste important. Parce que chacun nous avons un gap de 50 milliards. Donc, à partir des moyens locaux, des marchés de capitaux, des contrats avec la Chine, et des agences internationales, on a toujours un gap de 50 milliards. Donc, ce gap ne peut être que fermé par des initiatives comme Afrique 50. D'abord, je vous rappelle que l'Asie vient d'annoncer la création d'une banque d'infrastructures asiatique, dont le modèle ressemble plutôt à celui d'Afrique 50. Donc je me réjouis du fait que les pays africains nous ont suivis. Nous avons 17 pays aujourd'hui. Je pense que le reste viendra récemment. Que nous allons commencer donc à partir du deuxième semestre de cette année. Les opérations que je dois insister consistent à faire deux choses. Préparer les projets et les amener à un niveau
c'est intéressant pour l'épargne privée et de l'investissement. Donc des guichets d'Afrique 50. Donc les nouvelles sont très bonnes. Donc à Casablanca, on va faire la première clôture. Nous sommes en train de recruter les dirigeants de cette institution qui devraient respecter les plus hautes normes de la bonne gouvernance. Donc les gens qui sont recrutés de façon compétitive sur le marché international. Nous allons construire le conseil d'administration qui sera composé de 12 pays. Nous allons aussi trouver des banques d'investissement pour nous accompagner dans ce travail. Donc grosso modo, je suis très content de la marche de l'Afrique. J'ai constaté que non seulement le Maroc est le premier client de la banque, nous sommes aussi le premier acteur financier international au Maroc, devant tout et tous les autres. Mais je vais ajouter autre chose. Depuis que je suis arrivé à Rabat, le portefeuille de la Banque du Maroc a doublé. Alors il est multiforme, compromis au niveau des infrastructures, énergie renouvelable, énergie traditionnelle. Donc nous suivons le plan de développement du Maroc et les désiderata de ce pays. Donc je pense que le Maroc sera un partenaire très important pour la Banque africaine. Now Bernadette, for East Africa. East Africa has been, over the last 10 years, Greater East Africa, including Ethiopia, the most dynamic part of Africa. Without oil, without gas, and without minerals. I do think that will continue. Now, you're right. What are the concerns caused by the crisis in Burundi? That is very disappointing. And I hope those who have the mandate in peace and security can help Burundians bring this crisis to a close. Because not only does that have an economic impact, it has a human impact as well. With already 100,000 refugees across the world and internally displaced persons. So whether it is South Sudan or the Central African Republic or Burundi, all I can do is to say how this not only is damaging from a human development perspective, economic perspective, but also the African branch. Luckily, the countries in crisis are still small in number compared with the broad range of countries who are making incredible progress. So I'm convinced that East Africa will remain another part of Africa. But you're right to worry about some of those crises which are patterning across the world. Bon, libérer le potentiel, ça veut dire ce que ça veut dire, je m'explique. J'ai déjà dit que par manque d'infrastructures seulement, ça coûte à l'Afrique 2 points de pays. Donc commencer par le commencement. Fermer donc le gap en termes d'infrastructures. Donc l'importance d'un fonds comme l'Afrique 50. Mais cela ne suffit pas. Une infrastructure n'est qu'un moyen. L'objectif c'est le commerce. L'objectif c'est le service découlant de cette infrastructure. Alors, la deuxième façon de libérer donc le potentiel, c'est s'attaquer à toutes ces questions d'inégalité, d'exclusion, qui fait que la classe moyenne, la demande locale, est faible. Donc, si vous me demandez aujourd'hui quelles sont les 3 priorités pour libérer ce potentiel, je dis en premier lieu les infrastructures, 2 les inégalités d'exclusion, et 3 les ensembles régionaux, la libre circulation des personnes, des capitaux, donc le marché unique régional. And one of the most successful economies in Africa, I wish,
bank's wish is that the country returns to where it was and enjoys the momentum of economic growth in Africa. Now that is a function of many things. It's a function of sound policies. It's a function of policies that encourage investors, both local and foreign. And it is a function of the support international organizations can provide. But the essential of the work has been done by the government in terms of sound policies, in terms of creating confidence for business. Now, in our rules, when a country falls in arrears, we have to interrupt our relationships. Zimbabwe, as you know, owes arrears to the African Development Bank, the World Bank, and the International Monetary Fund. And so we're working together, all of us three, the government of Zimbabwe, to try and find a solution in how these arrears can be settled so that Zimbabwe can engage fully with the international community. That is very much work in progress, and I'm not able at this point to tell you when that process will be complete. Vous savez, moi j'ai une façon d'apprendre ces questions. Il héritage qui n'est pas partagé n'est pas un héritage. Kaberuka, lui seul, n'aurait pas pu accomplir ce qu'on a fait. Donc, je pense que les acquis de la banque devraient être mis sur le compte de votre humble serviteur, bien sûr, du staff de la banque, de ses actionnaires, et des efforts faits par le pays aussi. Donc, merci pour les compliments, mais je pense que ce héritage est largement partagé parce que vous savez, nous devons éviter cette approche qui fait que non, il y a un seul Dieu. Ça, on le sait. Mais pour l'acte de l'homme, il y a plusieurs mains à la table. Maintenant que le chef d'État vient ici nous accompagner, c'est donné à la Côte d'Ivoire d'abord. À Marrakech, nous avons adopté un feuille de route. Excusez-moi, vos sources sont au courant. Et donc, quelle est votre réponse? Il y avait une feuille de route adoptée à Marrakech. D'abord, pré-adopté à Arusha en Tanzanie, écrit à noir et blanc, confirmé à Marrakech par l'Assemblée des gouverneurs. C'est cette feuille de route qui a été suivie. Le président ne veut pas prendre la banque, la lumière doit aller, il faut une décision des actionnaires. Cette feuille de route a été suivie à la lettre. Donc, comment précipitation, comment accélérer, je ne sais pas. Deuxième petite question. Mais attendez qu'on finisse, c'est très important. Oui, je pensais que vous alliez terminer. C'est très important, c'est bon. Le siège de la banque est bel et bien Abidjan en Côte d'Ivoire. Le fait que la banque a quitté le pays en 2003, c'est parce qu'il y avait une crise politique et le niveau de sécurité ne permettait pas à la banque de fonctionner correctement. Mais à Arusha, les gouverneurs de la banque ont décidé que les conditions minimales adéquates sont réunies. Ils ont voté une feuille de route. Maintenant, je comprends, souvent les gens me disent que est-ce que les conditions sont idéales? Nous sommes une banque de développement. Nous sommes une banque de développement. S'attaquer au problème de l'Afrique, c'est ça notre métier. Donc, on n'est pas seulement dans une vie parce qu'il est idéal. Il y a toutes les conditions que nous demandons. Est-ce qu'il y a les conditions minimales qui permettent au stade de la banque de fonctionner? Maintenant, le bâtiment, le siège de la banque, c'est vrai, il est retardé. Donc il va falloir redéménager. C'est classique, c'est bon. Donc il est retardé. Pour des raisons techniques et que je ne vais pas évoquer ici. Mais je voudrais quand même remercier l'État de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui ont mis à notre opposition un immeuble très correct, qui fonctionne très bien, qui nous amène à continuer notre travail. Point number one, you are right that Africa is one of the regions which has seen dramatic improvement in human indicators. Just one example and one alone. Infant mortality in the last decade has fallen by half. In some countries, even more.
which will be the highest decline in human history. HIV, drugs, affordable, now almost universally available, which has enabled a lot of progress on HIV. So yes, I agree with that one. Number two, the concern I have is not commodities. Because remember, when oil prices go up, it also is a huge burden for oil importing countries. When the oil prices decline, it is actually less pressure on the fiscus and the balance of payments of many of the African countries. So actually, for many African countries, lower oil prices is a boom for growth. It is true that for oil exporting countries, they have to examine some of the investment plans, reform the subsidies, and create room for spending on things like infrastructure. Where are the concerns? It's not commodities. Because I don't buy the idea that African economic growth over the last decade has been commodity driven. Ethiopia has no oil, no gas, no minerals, and is the fastest growing economy in Africa. What I'm concerned about is what I've just mentioned, growing inequalities, which stifles the growth of the middle classes, and stifles domestic consumption, which has been one of the factors driving economic development. So I'm insisting on inequality, on inclusion, because what has driven economic growth has been investment and domestic demand, plus regional trade. So anything which hampers on the growth of domestic demand hampers economic growth automatically. And do you think that we'll see anything similar to what just happened in Nigeria on the fuel shortages happening elsewhere on the continent? Is that a unique case, or is that something that oil pressures are also going to spread to other places? I would say that. I don't have details of the specific from happening in Nigeria now. I'll need to understand a bit further. But I'm confident that many of these oil exporting countries, if they can take another look at subsidies, if they can take another look at some of the investment plans, they would actually find room for fiscal space, as they call it. I think for the majority of African countries, I'm convinced that provided good policies stay, and will grow the consuming class, I think the economic momentum dynamic can be there. I hope you attend the seminar where the president of Liberia was talking just now. I think she has more authority on this issue to talk about it in a convincing way. Just three things for my part. The African Development Bank has supported both Guinea, Liberia, and Sierra Leone to the tune of $230 million since August. $230 million to support the budgets of the countries. Because at the end of the day, it is building primary health care, which ensure that epidemics now in the future can be managed. So number one is to help the states do what government is supposed to do and rebuild primary health care. You know, Mr. Fofana, I'll tell you, when Ebola reached Senegal, it was contained. When Ebola reached Mali, it was contained. In Nigeria, it was contained. These are not very rich countries, they're poor countries, but they have the basic primary health care. But Liberia, Sierra Leone, and Guinea, because of the 10 years of bloodbath mayhem, did not have the basics. So we need to work with these countries, not simply to focus on primary health care, but rebuilding social infrastructure, rebuilding economic infrastructure. And I should tell you that well before Ebola, I had put in place here in Uganda a special program for the Mano River area. Because in the 1980s, 1990s, when other countries were moving on, these countries were left behind. So we continue this special program for the Mano River countries, which are in Guinea-Bissau. The Secretary General of the Mano River Union, which is here, we're discussing with her these programs. So overall, the Mano River plan, and then specifically to address issues of primary health care. But please come to this seminar, Alors, il y a une séance, je vois demain. Donc je vais essayer de gagner.
On me signale que c'est à 18h, venez. Discutez-nous le dire. Et débat avec vos collègues des médias. Je serai là, je serai très intéressé de savoir ce qu'ils disent. Mais je crois que les Africains aussi devraient quand même prendre conscience que ça c'est dans la langue arabe. On dit que on ne cache pas le soleil avec les mains. Quelque chose comme ça. Alors, la presse doit faire son travail. La Banque africaine croit fermement à la liberté de la presse. Mais nous n'avons pas mandat, nous, à la Banque africaine, de financer la presse. Donc, dans notre constitution, ce n'est pas une de nos mandats. Mais nous soutenons la société civile dans son ensemble, les parlements et les ensembles qui sont concernés par les finances publiques. Mais je vous encourage de venir à cette séance, madame et vos collègues de la presse. La banque financée à l'auteur de 200 millions de dollars américains en 2005 par année. Aujourd'hui, 2015, nous sommes à 2 milliards chaque année. C'est vous dire à quel point l'activité de l'appui à la Banque africaine, de la société privée africaine, ce n'était pas le 10. Mais voyez-vous, le travail de la Banque africaine, c'est de financer, mais aussi les effets de levier. Notre estimation pour chaque dollar de la Banque africaine, c'est à dire 6 dollars du marché privé. Donc, je crois que ce soit au niveau des financements directs, de divers instruments, ou des effets de levier, nous avons fait notre travail. Certainement que nous pouvons faire mieux, mais je crois qu'il y a déjà une augmentation de 10 fois, dans 10 ans, et c'est quelque chose à ne pas négliger. Je dirais même à mes collègues de la Banque africaine qui restent ici, à cette tendance, je crois fermement que d'ici 10 ans, les activités de la banque, si le plan du secteur privé dépasseront de loin les activités du secteur public. Je pense que me donner moi-même l'ESCO, ça sera bien intéressant. Je vous laisse. Moi, je peux tout dire ce que j'ai fait, ce que j'ai été élu pour faire. L'agenda que j'avais présenté en 2005, c'est cela ce que j'ai fait. Est-ce que je l'ai bien fait? C'est à vous de le dire. Egypt is now, I believe, the second largest plant of the African continent. We are, I believe, the biggest actor in the field of energy and other infrastructure. In fact, only last week we have approved financing for Sharm el-Sheikh International. But I believe the challenge for Egypt in the energy sector is not simply financing, it is also management of subsidies. Because in Egypt, energy subsidies consume 7% of national income. That is quite high. So I'm glad that the Egyptian authorities are already working on the subsidy reform so that we can have fiscal room to invest more, both in economic and social infrastructure. So thank you for coming to the annual meeting. Merci beaucoup.